Cette année, les 5 établissements ont travaillé à ces rencontres. Des élèves des collèges Albius, Oasis, Le Toulec et Titan, des élèves du lycée Inglo et les Pervenches. Tous les candidats qui vont monter sur scène ont le courage d'être là. Ceux qui ont travaillé derrière, qui malheureusement ne sont pas sur scène aujourd'hui, ont beaucoup travaillé aussi pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce projet. Et vous êtes ensemble autour d'un même projet qui vous demande beaucoup d'efforts, qui n'est pas facile, mais vous le savez pour certains, que je suis convaincue que ça vous apporte énormément. Je remercie les 9 membres du jury. Vous avez des collégiens et des lycéens. Et 3 personnalités, Madame Patel, Monsieur Ibao. Merci à tous et applaudissons-nous. On dit souvent que le bonheur se trouve dans les choses simples. Mais aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce qu'il existe encore loin des écrans? Parce qu'au fond, on montre notre vie, mais on ne la vit plus vraiment. On publie, on affiche, mais parfois on se détache. Bonjour, je m'appelle Voltigean Candice et aujourd'hui je vais vous parler d'un proverbe ancien pour vivre heureux, vivons cachés. Mais à l'heure des selfies, des stories et des vies exposées, est-ce qu'on vit vraiment ou est-ce qu'on montre qu'on vit? Aujourd'hui, on ne sort plus sans téléphone. On peut oublier son sac, ses clés, mais là ça va. Mais oublier son téléphone, là ça ne va pas. On ne mange même plus en photo. D'ailleurs, certains plats sont froids avant même d'être goûtés. On ne profite plus sans publier. On capture l'instant, mais on oublie le moment. On accumule des souvenirs, mais est-ce qu'on les ressent encore réellement ou est-ce qu'on pense déjà à la façon dont ils seront vus? Albert Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Autrement dit, le vrai équilibre dans la vie ne se trouve pas dans ce qu'on montre, mais plutôt dans ce qu'on vit. Et pourtant, aujourd'hui, on reste figé derrière nos écrans. Mais est-ce que ça mesure vraiment le bonheur? Des chiffres en quantité, mais du vide en réalité? Selon une étude de la Harvard University, les likes activent les mêmes zones du cerveau que certaines formes d'addiction. En gros, on devient accro à des petits cœurs rouges. Cette source nous informe également que les relations humaines réelles sont le facteur numéro 1 du bonheur. Finalement, ce qui nous rend heureux ne rentre même pas dans un téléphone. Aujourd'hui, tout doit être montré, nos joies, nos vacances et même nos peines, on partage tout. Mais est-ce qu'on garde encore quelque chose pour soi? Si ce n'est pas publié, est-ce que ça existe encore? Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'usage excessif des écrans et des réseaux sociaux peut augmenter le stress, la solitude et l'anxiété, surtout chez les jeunes. Alors non, ce n'est pas juste pour s'amuser. On passe notre temps à se comparer, lui il voyage, elle réussit tout et nous, on est en pyjama dans le canapé à regarder notre série à la télé. On regarde la vie des autres avancer pendant que la nôtre, on la laisse passer. Coco Chanel disait « Pour être irremplaçable, il faut être différent. » Mais aujourd'hui, on essaie surtout de ressembler, on copie, on compare et parfois on s'égare. Moi aussi, j'ai déjà attendu des likes, attendu des réactions. Ce moment où le téléphone vibre et qu'on a l'impression de se sentir visible. Et parfois, il s'agit juste de notifs inutiles qui pourtant nous procurent une peine inutile. Les likes remplissent un écran, pas un cœur. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais aujourd'hui, on regarde plus les autres qu'on ne se connaît et qu'on ne se comprend soi-même. Le bruit est partout, notifications, comparaisons, beaucoup de bruit autour, mais peu de paix à l'intérieur, alors non. Se cacher, ce n'est pas fuir. C'est choisir ce qu'on montre, ce qu'on protège. Ce qui est précieux se protège. Je ne pense pas qu'il faille vivre caché pour être heureux, mais qu'il faut apprendre à faire la différence entre partager et s'exposer. Partager, c'est offrir. Et s'exposer, c'est parfois se perdre. Aujourd'hui, être discret, c'est presque un acte de courage. Car le vrai bonheur n'a pas besoin de preuves, n'a pas besoin de public, il se vit simplement. Et n'oublions jamais, on peut être vu par tout le monde,
et se sentir invisible quand même. Alors oui, le silence vaut parfois plus que toutes les publications. Se montrer moins, c'est parfois se retrouver davantage. Et vous, vous vivez pour vous ou pour être vu? Vivons vrai, vivons heureux, pas pour être regardés, mais pour exister. Parce qu'au fond, le plus grand luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'être vu par tout le monde, c'est d'être heureux sans avoir besoin de le montrer. Imaginez un monde où vous pouvez créer une œuvre artistique sans pour autant avoir de compétences particulières. Regardez autour de vous. N'est-ce pas le monde dans lequel nous vivons toutes et tous? Je m'appelle Anaë et je vais tenter de répondre à la question: l'intelligence artificielle est-elle dangereuse pour les artistes? L'intelligence artificielle, c'est une machine qui sait tout faire. Écrire des poèmes comme Victor Hugo, peindre comme Frida Kahlo. Et tout ça rapidement, sans manger ni dormir. Demain, elle pourrait peut-être remplacer les profs de français. Le mot intelligence artificielle vient de l'américain John McCarthy qui disait déjà dans les années 60 que l'IA a pour but de construire des machines capables d'accomplir des tâches nécessitant l'intelligence humaine. Le but originel était de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Plutôt flippant si on regarde la mentalité de certains autour de nous. Selon Elon Musk, un des milliardaires les plus influents de notre époque, l'IA est plus dangereuse que la bombe nucléaire. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'IA. Dans le domaine artistique, l'IA est capable de créer une chanson plus rapidement que n'importe quel artiste dans le monde, et tout cela grâce à ses neurones informatiques. À mon avis, il s'agit davantage d'un outil d'imitation et d'assemblage que d'une véritable création originale. Pour la Canadienne Juliana M. Pavelka, la connaissance sans la sagesse, c'est de l'intelligence artificielle. Le remplacement n'est pas encore d'actualité. Néanmoins, Cécile Rapp-Weber, la directrice de la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, déclarait en juin 2024 que 27% des créateurs de musique viendraient à disparaître si l'IA continuait sa progression. La musique n'est pas le seul secteur artistique en danger. En novembre 2024, une œuvre d'art créée par l'IA a été vendue aux enchères pour plus d'1 million de dollars. Dans le futur, cette œuvre sera peut-être achetée par l'IA elle-même avec des bitcoins. En ce qui me concerne, l'IA est une technologie innovante sur laquelle je m'appuie de temps en temps si je compare les différentes époques. Mes grands-parents trouvaient les réponses dans les livres de la bibliothèque. Mes parents s'appuyaient sur des moteurs de recherche comme Google. Notre génération, elle, utilise l'IA. Le monde évolue sans cesse. Sans artistes, il n'y a pas de création par l'IA qui, elle, ne fait que copier. Et j'écoute de la musique tous les jours. J'aime l'originalité et la pluralité que nous proposent les artistes. Mais serais-je capable de différencier une œuvre par les humains qu'une œuvre par la machine? Je l'espère. D'une manière générale, ce qui me plaît dans l'art, c'est cette touche d'humanité. Aujourd'hui, je dirais que l'IA n'est pas encore dangereuse, mais restons sur nos gardes. Stephen Hawking, le célèbre physicien anglais, a dit « L'IA est la pire ou la meilleure chose arrivée à l'humanité. Seul l'avenir nous le dira. » Alors à la question « L'IA est-elle dangereuse pour les artistes ?» je dirais plutôt « L'IA est-elle dangereuse pour l'homme ?» L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée alors que l'imagination embrasse le monde entier. Ces mots ne viennent pas d'un poète ou d'un philosophe, mais d'un scientifique, considéré comme l'un des plus grands esprits de l'humanité. Si même Einstein reconnaît la puissance de l'imagination, comment pourrions-nous la sous-estimer? Avez-vous déjà essayé de vous projeter dans 1, 5 ou 10 ans? Nous le faisons tous. Cette imagination est si importante dans notre vie, mais est-elle vouée à disparaître? Elle nous permet de rêver, de créer, d'espérer. Elle nous permet d'inventer des histoires, de bâtir de projets, de donner vie à des idées encore invisibles. Elle influence notre façon de penser, de voir le monde et même d'écrire notre propre histoire. Elle nous aide à trouver de nouvelles perspectives, à rendre nos travaux plus originaux, à innover, à sortir du cadre. Depuis que l'être humain existe, il imagine. Bien avant les villes, avant les sciences, nos ancêtres dessinaient déjà les animaux sur les parois des grottes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de raconter ce qu'ils vivaient et surtout ce qu'ils rêvaient.
Plus tard, dans l'Antiquité, les mythes ont pris le relais. Les hommes inventaient des dieux, des héros. Puis vient le Moyen-Âge, et malgré ce qu'on le croit parfois, l'imagination ne s'est pas éteinte. Elle a changé de forme. On la retrouve dans les cathédrales qui touchent le ciel, dans les contes populaires, dans les légendes de dragons et de chevaliers. L'imagination devient une manière d'espérer dans un monde difficile. On commence à représenter le monde non plus comme il doit être, mais comme on le souhaite qu'il soit. Puis, au fil des siècles, elle continue de se transformer, elle change, elle évolue, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Notre manière de créer, de réfléchir et de même de rêver est bouleversée. Notre rapport à la créativité et à l'imagination ne sont pas toujours rassurantes. Une machine menace notre imagination par la facilité qu'elle nous offre. Quand une image, un texte ou une idée peut apparaître en quelques secondes, la tentation est grande de la laisser faire le travail à notre place. Peu à peu, nous risquons de perdre l'effort créatif. Nous devenons spectateurs de notre imagination au lieu d'en être les auteurs. L'IA brouille notre capacité à rêver librement. Elle apporte tellement de possibilités, tellement d'images, tellement de réponses, qu'elle sature notre esprit. Nous n'avons plus le temps de laisser germer qu'elle est remplacée par une autre, puis encore une autre. Notre imagination ne se développe plus, elle se disperse. Et si, du jour au lendemain, l'imagination s'éteignerait? D'abord, ça serait la fin de la créativité. Plus de romans, plus de films, plus de musique nouvelle, des pages blanches, des toiles vides. L'art deviendrait un musée figé, incapable de se renouveler. Un monde sans imagination, c'est un monde sans espoir. Car espérer, c'est imaginer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça serait également la fin de l'empathie. Car comprendre quelqu'un, c'est imaginer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Sans imagination, nous ne pourrions plus nous mettre à la place de l'autre. Il sera techniquement vivant, mais profondément vide. Car ce qui nous rend humains, ce n'est pas seulement ce que nous savons, c'est ce que nous sommes capables d'imaginer. Alors, à vous tous ici présents, je vous en prie, ne perdons pas ce qui nous permet d'imaginer. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard.